Nous allons reprendre donc le déroulement de ce colloque et nous allons continuer cette première session. L'orateur suivant est M. Bernard Tardieu. Il est président de la commission énergie de l'Académie des technologies, ingénieur spécialiste en calcul numérique et en hydraulique. Il s'est spécialisé dans les années 1980 dans le problème de la construction des grands barrages hydroélectriques en France et dans plusieurs pays du monde, en Amérique du Sud et en Afrique notamment. Il est depuis une vingtaine d'années expert pour de grands barrages et usines hydroélectriques dans une soixantaine de pays, mais il ne va pas nous parler de l'hydroélectricité. Il a acquis en effet une vision globale des problèmes d'exploration et d'exploitation de l'énergie dans le monde. Il s'occupe de ce problème dans le cadre de l'Académie des technologies notamment, et il va nous en parler dans son exposé qui est intitulé la situation comparée des explorations et des exploitations dans le monde. Et donc ça va reprendre certains des aspects des questions que Steven Chu a traitées dans son exposé, dans l'exposé précédent. Donc, Monsieur Bernard Tardieu. Merci de m'accueillir parmi vous. En juin 2010, avec une petite équipe de l'Académie des technologies, nous étions allés à Washington rencontrer les spécialistes de l'énergie, aussi bien fédéraux que les élus ou que le monde privé. C'était juste au moment de l'accident du puits Macondo, donc on ne parlait que de ça à la télévision, mais dans les échanges, tout le monde nous parlait des gaz de schiste et des huiles de schiste. Et nous ne savions pas vraiment ce que c'était. Nous sommes rentrés en France, nous avons dit il se passe quelque chose de très important aux États-Unis, personne ne nous a écoutés, ni dans notre académie, ni ailleurs, et en fait, c'est seulement au printemps d'après que José Bové puis le film Gazland ont fait faire irruption à ce concept de gaz de schiste dans la vie sociétale française, mais aussi européenne. Alors, qu'est-ce que c'est que les gaz de schiste? En fait, c'est vraiment une révolution énergétique aux États-Unis qui a un peu effacé toutes les autres, qui a mis de l'ombre sur tout le reste. Et c'est une perturbation majeure dans le monde de l'énergie, avec des enjeux financiers absolument considérables. Vous voyez, aux États-Unis, juste avant l'arrivée des gaz de schiste, le prix du gaz est environ à $13 le million de BTU, peu importe ce que c'est qu'un million de BTU. Il est tombé à 3, puis à $2 le million de BTU, alors qu'en Europe, il est à $12, et en Asie, un peu à cause de l'accident de Fukushima, il est environ à $17. Les Américains disent les gaz de schiste ont eu un effet extrêmement bénéfique sur notre indépendance énergétique associée au deep offshore, sur la reprise économique et sur l'emploi. 2,1 millions d'emplois créés, disent-ils. Je n'ai absolument pas la compétence pour juger de la qualité des emplois. Le plus important, c'est la courbe que vous voyez en bas, qui présente la façon de faire de l'électricité aux États-Unis. En bleu, le charbon, en marron, le gaz, et en jaune, le nucléaire. Et vous voyez que le maximum de consommation, contrairement à la France, est pendant l'été. Et vous voyez qu'au début 2012, la quantité d'électricité faite avec du gaz a dépassé celle faite avec du charbon, qui en général était largement dominante. Et donc, de grandes quantités de charbon nord-américain se sont retrouvées sur le marché mondial. Et le prix du charbon a baissé mondialement. Si bien que, parce qu'il y a un prix mondial du charbon, avec des prix variables en fonction de la qualité, l'ensemble du monde du charbon s'est adapté. L'Europe n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant. Même la France consomme bien plus de charbon que de gaz, jusqu'à 4 ou 5 gigawatts par jour. Il est beaucoup moins cher aujourd'hui de faire de l'électricité avec du charbon qu'avec du gaz en Europe, ce qui fait que certaines centrales sont arrêtées pour différentes raisons. Mais en revanche, aux États-Unis, le prix du gaz est descendu jusqu'à $2 le million de BTU. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix de marché du charbon, il y a un prix de marché du pétrole, il n'y a pas de prix de marché du gaz, parce que le gaz est essentiellement vendu sous forme de contrats bilatéraux gazeux avec des tuyaux, donc nous, l'Algérie, un peu de Russie, etc., et peu d'échanges par navire GNL parce qu'on manque de navires et on manque de ports de liquéfaction et de regazéification. Donc vous voyez un monde
complètement coupé, où d'un côté le gaz l'emporte et le reste du monde, le charbon l'emporte. Et c'est dans cette ambiance-là que le gaz arrive en Europe. Alors vous comprenez tout de suite que connaître ses réserves, non, le mot réserve n'est pas bon, connaître ses possibilités de réserve est très important dans la négociation mondiale qui s'ouvre. Le gaz est assez bien réparti sur la planète. Vous voyez là les camemberts, et en violet, vous avez le gaz de schiste. Simplement, il faut bien dire tout de suite que seuls les États-Unis et le Canada ont assez d'expérience pour faire des prévisions d'une qualité suffisante. Dans le reste du monde, les prévisions sont extrêmement floues. Commençons donc par les États-Unis. La production est passée de 17 gigamètres-cubes en 2005 à 260 gigamètres-cubes l'année dernière. Je vous rappelle que la France consomme environ 40 gigamètres-cubes et l'Allemagne à peu près le double, parce qu'il y a beaucoup plus de chauffage au gaz en Allemagne. Leurs prévisions sont crédibles. Alors, en fait, posons-nous la question maintenant technologique. Pourquoi est-ce que cette aventure est arrivée aux États-Unis et pas ailleurs? La première raison est purement technologique. Le développement de capacité de faire des forages à plus de 3000 mètres. Ensuite, à couder ces forages et à faire des forages horizontaux. Le fait d'apprendre à faire de la bonne fracturation hydraulique. Le mot bon, c'est technologique. Et à maintenir les fissures ouvertes. Je vais en reparler, c'est ça qui a créé la possibilité. Ce qui est intéressant, c'est que ces technologies ont été développées à des niveaux pratiques bon marché, sur financements fédéraux, d'après ce qu'on m'a dit, pour développer la géothermie, mais les business models de la géothermie n'étaient pas très bons. Ils étaient bien meilleurs pour le shale gas qui a utilisé ce qui était fait. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que c'est qu'un forage. Vous pouvez faire un forage vertical. À ce moment-là, vous traversez une couche qui va faire 80 mètres, 100 mètres, 200 mètres d'épaisseur et vous pouvez travailler dans cette épaisseur-là. Mais vous pouvez maintenant, et depuis maintenant quasiment 60-70 ans, couder le forage avec des grandes rayons de courbure parce que c'est très rigide, parce que le moteur est au fond du trou et vous pouvez l'orienter. À ce moment-là, vous pouvez suivre une couche horizontale qui vous intéresse dans une roche sédimentaire qui contient des parties organiques transformées en gaz. Dans cette couche, vous avez compris qu'à ces profondeurs-là, la pression est très importante. Vous avez la pression du sol, donc 3000 mètres multiplié par 2,4 ou 2,3. Vous avez la pression tectonique horizontale. Si vous injectez de l'eau ou un fluide quelconque à une pression supérieure à la plus faible des deux pressions de confinement, vous allez ouvrir les fissures existantes et si vous poussez un peu plus, vous allez créer des nouvelles fissures dans la direction de la contrainte la plus faible. C'est ce qu'on appelle la fracturation hydraulique qui est utilisée depuis très longtemps. Mais là, puisqu'on en est dans des shale gaz, c'est-à-dire des gaz de pellite, ce n'est pas du schiste, qui est une roche plastique, si j'ouvre les fissures ou si je les crée, comme je le ferai dans du grès, ça se referme immédiatement. Donc je dois injecter en même temps que mon fluide des petits grains ou des petites billes ou du sable de façon à bloquer les fissures ouvertes et à faire que ces fissures vont pouvoir débiter du gaz pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà les bases technologiques. Alors, il y a une autre raison au développement aux États-Unis de ces technologies. C'est que le droit minier américain est très différent du nôtre. Le propriétaire du sol possède le sous-sol, alors qu'en France, si je me rappelle bien, au-delà de 100 mètres, l'État est régalien. Et donc, et par ailleurs, comme ces technologies étaient devenues assez faciles d'accès, de très nombreuses sociétés pouvaient acheter un rig et être capables de faire les prestations eux-mêmes. Donc, méthode un peu dans la meilleure tradition cow-boy entrepreneuriale des États-Unis, j'ai un terrain, je téléphone, je fais faire un trou, etc. La conséquence, c'est que, alors que les grandes compagnies pétrolières, en tout cas elles l'affirment, ont des pratiques de respect des règles et de sécurité très très élevées, ce n'était pas forcément le cas pour ces petites entreprises qui sont allées le plus vite possible. Et il y a eu, en avril 2011, une enquête financée par la Chambre des représentants qui disait que plus de 650 produits interdits par la loi sur Safe Drinking Water Act étaient utilisés. On va dire, oui, d'accord, mais ça fait 5 ans qu'ils sont utilisés, pourquoi vous ne les avez pas interdits? Il n'y avait pas de contrôle non plus.
Donc, alors, dans beaucoup de cas, en plus, ces produits ne servent strictement à rien, mais les gens essayaient ce qu'ils trouvaient, en gros, chez le droguiste du coin. Alors, progressivement, bien sûr, parce que les Américains sont des gens très sérieux fondamentalement en industrie, il y a eu des recommandations pour le traitement de l'eau, la qualité du forage, les produits, les émissions de méthane. Mais sur le fond, je voulais vous expliquer pourquoi c'est né aux États-Unis et pas ailleurs. Cette carte, vous la connaissez, il y a de très nombreux bassins sédimentaires aux États-Unis qui contiennent des matières organiques, donc le potentiel est très important. Allons maintenant au Canada. C'est un pays qui est également mature pour ce que nous appelons en Europe les gaz de roche-mère, qui donc sont plus larges que les gaz de pellite, avec des ressources évaluées importantes. Mais récemment, au Québec, il y a eu une opposition forte au risque de pollution des nappes, et notamment le long du Saint-Laurent. Et il y a eu un moratoire de 5 ans qui, pour autant que je sache, n'est pas levé pour l'instant. Allons ailleurs dans le monde et commençons par l'Asie-Océanie. L'Inde et la Chine sont devenus importateurs de charbon. On n'a jamais autant ouvert de mines de charbon, y compris dans des îles a priori protégées comme la Nouvelle-Guinée. Et pourtant, l'Inde comme la Chine attachent beaucoup d'importance au développement des gaz de schiste comme un potentiel d'indépendance énergétique. Les évaluations, je ne sais absolument pas si les chiffres que je vous donne et qui ont été recoupés correspondent à une réalité. En Inde, il y a eu 6 bassins potentiels identifiés. Il y a des blocs qui ont déjà été attribués à des sociétés étrangères. La question de l'eau est abordée plutôt en termes de quantité qu'en termes de pollution dans les régions sud. En Chine, les ressources sont évaluées, semble-t-il, par le gouvernement. Des explorations sont en cours dans le nord. Mais dans ces deux pays, c'est la capacité à produire sur le sol national qui est le plus important. Depuis le début, je n'ai jamais parlé d'émissions de gaz à effet de serre. L'Indonésie a des ressources évaluées très importantes, même si elle a des ressources conventionnelles fortes, et l'Australie aussi. J'arrive en Afrique. En Afrique, l'Algérie, qui était en attente depuis plusieurs années, vient de dire que ses ressources étaient évaluées à 700 téramètres cubes, ce qui est absolument considérable. On n'est pas obligé de le croire. D'abord, l'Algérie a déjà une très grande expérience de l'exploitation du gaz conventionnel, qu'elle exploite maintenant à plus de 4000 mètres de profondeur. Son objectif est d'exploiter 60 gigamètres cubes par an en gaz de schiste dans 50 ans, ce qui veut dire 240 puits par an à forer et à traiter. Ça veut dire un énorme effort industriel qui pourrait assécher d'ailleurs une partie de ressources pour d'autres régions. Mais vous remarquez que cet objectif de 60 gigamètres cubes, c'est à peu près la consommation de la France, par hasard. Il y a un problème qui n'est pas nouveau, parce que les grands forages de 4000 mètres pour le gaz conventionnel traversent déjà la nappe de l'Albien. La nappe de l'Albien a le même âge que la nappe de la région parisienne, par hasard. Bon. C'est probablement pas par hasard, mais peu importe. Qui va jusqu'à 2300 mètres de profondeur. Cette nappe est stratégique pour l'Algérie, stratégique pour la Tunisie et surtout stratégique pour la Libye. Vous vous rappelez de la Great Man-Made River faite par Kadhafi, qui transporte l'eau du désert vers le nord dans des tuyaux de 4,20 mètres de diamètre avec des systèmes énormes. Kadhafi, on ne sait pas comment cette nappe est réalimentée, on ne sait pas si elle est épurée. Kadhafi était convaincu qu'elle était alimentée par le lac Tchad et avait le projet de détourner l'Oubangui dans le Chari, etc., etc. C'était un très joli projet qui m'avait beaucoup plu, qui n'était pas très crédible, peu importe. Mais donc, on a là quand même un problème qui est déjà connu, qui est lié à la nappe de l'Albien. Dans les autres pays, Afrique et Moyen-Orient, en Tunisie, bon, après la frontière, il y a un puits d'exploration en cours. Au Maroc, des estimations. Le Maroc a moins d'expérience des hydrocarbures. En Afrique du Sud, il y a eu un gros début. Ensuite, il y a eu un arrêt pour des raisons environnementales. Il y a eu des études environnementales. Le moratoire qui avait été prononcé a été levé, je crois, assez récemment. En Amérique latine, donc, l'Amérique latine est devenue depuis déjà un bon moment un pays exportateur de pétrole. Il n'y a pas que le Venezuela, il y a la Colombie, le Brésil, etc. Le seul pays vraiment qui se dit, enfin, en tout cas dans le cône sud, qui est intéressé, c'est l'Argentine, dans la région de Neuquén et dans la région du Rio Negro, avec un potentiel, semble-t-il, élevé. Le Mexique, qui parle du El Nuevo Gas Milagro, le nouveau gaz miracle,
a, semble-t-il, de très fortes ressources le long de la frontière du Texas. Horizontalement, on peut aller jusqu'à 10 ou 15 km. Enfin bon, ça ne suffit pas quand même. L'Europe, c'est très particulier, notre Europe. En Europe, nous avons, tous les États membres, des objectifs communs qui sont décrits par les paquets énergie-climat et le paquet 2020-2050 qu'on appelle aussi le paquet 20-20-20. En 2030, pour 2030, il y a un rapport qui est sorti en mai dernier et qui fait le point, mais qui en même temps introduit dans le paquet initial, qui ne parlait jamais d'économie, introduit le concept de crise économique, d'alternative avec les gaz de schiste, de prix pour le consommateur final, autant d'éléments qui étaient quand même un peu fautivement manquants du premier paquet. Ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Mais les États membres sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur panier énergétique et n'ont même aucune obligation d'informer les autres pays membres. Et vous le savez, l'Allemagne pouvait tout à fait légitimement sortir du nucléaire et lancer à marche forcée les énergies intermittentes, alors même que nous sommes tous interconnectés, sans même avertir les autres. C'est dans cette ambiance un peu rigide et qui peut paraître un tout petit peu idéologique sur les bords que le gaz de schiste surgit avec une information non vraiment réfléchie, puisque les Français et les Anglais le disent, mais je crois les Allemands aussi, le film Gazland, abondamment redistribué, a eu un gros impact. Les États membres n'ont pas cherché de position commune sur la façon de traiter les gaz de schiste. Il semble que là, juste en ce moment, il y a un début de tentative de position commune, mais vous allez comprendre pourquoi très vite. Alors, quelles sont les ressources en Europe? Selon le IA, il y aurait 25 téramètres cubes. Mais c'est non confirmé. En Pologne, il y avait une estimation très élevée, mais l'estimation retenue ensuite par les Polonais est plutôt 12% de ce qui était annoncé. Royaume-Uni, plutôt 35%. Peu importe. En Pologne, immédiatement, il y a eu un consensus social pour exploiter les gaz de schiste. En Bulgarie, en Lituanie, en Roumanie, en Hongrie, en Tchéquie, une certaine attente de ce que va dire l'Europe, mais évidemment, nous sommes à côté de la Russie. Tout le monde a souffert du blocage du gaz russe dans la crise ukrainienne il y a quelques années. Nous sommes dans une zone d'énorme intimidation mutuelle. Je vous rappelle que nous sommes dans des zones où globalement, où l'argent en jeu est considérable. Et vous pensez bien que pour Gazprom, tout ceci est vital, et donc pour Poutine aussi, ce qui explique que ces régions sont soumises à des très fortes pressions, et il n'est pas évident que ce soit facile de retrouver ces petits. En Allemagne, les réserves estimées en Basse-Saxe et en Rhénanie du Nord sont importantes. C'est plus important qu'en France. Une loi devrait être votée à l'automne, très bientôt, autorisant les forages et la fracturation hydraulique sur l'ensemble du territoire à l'exclusion de 14% de surface classée zone d'eau protégée. Je ne sais pas pour l'instant quels sont les critères qui ont conduit à éliminer ces zones. Enfin, je les conçois, mais comment pratiquement on a analysé les nappes phréatiques, etc., pour arriver à ces conclusions. C'est très important et c'est probablement ça qui explique qu'un certain consensus va être cherché. La Hollande, dans ces grandes zones alluviales, a également des réserves. En Grande-Bretagne, les ressources sont estimées relativement basses avec un espoir en offshore, mais pour l'instant, on n'a pas exploité ce genre de gaz en offshore. Il y a eu un micro-séisme dans Lancashire, d'ailleurs comme aussi aux États-Unis. Il y a eu suspension des forages qui étaient en cours. Le gouvernement a demandé un avis de la Royal Academy of Engineering, notre équivalent, qui assez rapidement a fait une série de recommandations sur la façon de gérer les pressions, les contrôles, etc., quand on fait la fracturation hydraulique. C'était accepté par les industriels et par le gouvernement, et les opérations ont été relancées. Et en France, alors dès 2009, donc je vous ai dit que personne n'était au courant en France, dès 2009, des demandes de permis avaient été déposées selon le code minier français. Des titres miniers avaient été attribués, vous savez que maintenant il y a des réclamations, par les services de l'État, il y a eu enquête publique, il y a eu consultation des maires. Donc il y avait en France des élus, une administration et des industriels qui savaient qu'il y avait du gaz de schiste, mais
qui ne souhaitaient visiblement pas en parler. Et le public découvre ça, non pas par une information venant du gouvernement ou de quiconque, mais par le film Gazland, et s'inquiète à juste titre. La loi du 13 juillet 2011 interdit la fracturation hydraulique. À la demande de ministres, les deux conseils généraux qu'on appelait des ponts et des mines évaluent le potentiel français, assez proche de ce qui avait été imaginé par le IA, autour de 5 Tbm3, c'est-à-dire 90 ans de consommation actuelle. Les 3 permis de recherche qui avaient été accordés correspondent à peu près à ça. Alors vous vous rappelez qu'en gros, de l'huile de schiste, alors normalement ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est important quand même, du pétrole de pellite en Seine-et-Marne et du gaz dans la région sud-est, plutôt sous les calcaires. Bon. Il y a eu un changement de président. Le rapport gallois préconise l'exploration. La fracturation hydraulique demeure interdite. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, et j'avais participé avec d'autres à ça, engage une étude sur les alternatives à la fracturation hydraulique pour essayer de trouver une solution qui respecte la loi, bien sûr, puisqu'ils sont élus. Il conclut la fracturation hydraulique a évolué, et d'autres techniques existent. En gros, il ne faut pas enterrer l'objet. Mais ça n'a pas empêché le 22 août Philippe Martin, ministre, de dire qu'il s'opposait, et je mets des guillemets, à faire du fric-frac dans notre sous-sol pour extraire du gaz de schiste. Alors maintenant, dans le temps qui reste, je voudrais qu'on essaye de bien comprendre l'analyse de la perception, parce que j'essaie de vous donner des choses un peu objectives. Il y a de très nombreuses études qui ont été faites, il y a de très nombreux règlements qui ont été élaborés pour améliorer les choses. Il semble que ça n'a aucune influence sur la perception du public. Alors je voudrais venir sur 2 enquêtes. Cette enquête a été faite auprès de 2004 personnes il y a un peu plus d'un an, 27-30 août 2012. 84% des Français avaient entendu parler des gaz de schiste et la plupart n'avaient pas compris. On leur donne une proposition que j'ai écrite à droite en la simplifiant un peu, et les gens disent si ça leur paraît plus important ou moins important. Que ça consomme beaucoup d'eau, presque tout le monde. Que ça pollue les nappes, presque tout le monde. Que les techniques sont mal maîtrisées, presque tout le monde. Mais vous pourriez me dire, oui, mais ils ne se rendent pas compte de ce dont ils se privent. Non, ce n'est pas vrai. 67% pensent que ce seraient des ressources très importantes pour la France. 61% que ça augmenterait l'indépendance énergétique. 56% que ça créerait de nouveaux emplois. Donc, les gens, simplement, ont hiérarchisé leurs soucis et leurs craintes sans ignorer les avantages. C'est pour éviter d'avoir une position en disant « non, mais ils n'ont pas réfléchi ». Non, si. Alors ensuite, le sondage se termine par 2 phrases. La première phrase, c'est « il faut autoriser en France l'exploitation du gaz de schiste, car cela permettra de créer des emplois et de disposer d'une ressource énergétique bon marché ». Cette phrase, 26% des gens disent qu'ils sont pour, c'est-à-dire en fait une très petite minorité. Si vous regardez les couleurs politiques, 45% de l'UMP est d'accord. Quand vous rappelez que c'est le gouvernement, enfin c'est le ministère de Mme Kosciusko-Morizet qui a fait la première loi contre, vous dites, vraiment, il y a peu de chances que maintenant on revienne en arrière dans l'immédiat. Ensuite, 13% des femmes seulement, enfin, dans les gens qui ne sont pas d'accord, la majorité des femmes ne sont pas d'accord. Et si on regarde l'âge, quand on parle d'emploi, on s'aperçoit que les moins de 24 ans et les plus de 65 ans sont les plus en faveur de l'exploitation des gaz de schiste. Ce qui est assez intéressant parce que c'est l'air de dire qu'à la fois les jeunes et leurs grands-parents se disent peut-être que l'emploi ça compte aussi. La phrase sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord, et surtout la gauche, il ne faut pas autoriser en France l'exploitation des gaz de schiste à cause des risques. Et le mot risque l'emporte surtout. Il y avait une troisième question. En France, les forages sont, pour que les forages soient autorisés à but d'expérimentation et de recherche scientifique. 48% des gens sont favorables, mais seulement 32% des femmes. Là, très majoritairement, la droite politique est en faveur de ça, et les moins de 24 ans et les plus de 65 ans, très en faveur. Donc vous voyez, entre vous et vos petits-enfants, il y a un accord. Ensuite, on pose la question, mais à qui accordez-vous confiance pour faire vous positionner? Alors, s'il va vous faire très plaisir, 80% des gens disent les scientifiques.
Seulement, il faut se méfier, c'est que là, on est dans des domaines hyper technologiques. Donc, bien sûr, il y a de la science sous-jacente, mais la technologie, souvent, c'est du savoir-faire, du bien-faire, des bonnes pratiques. Ce n'est pas forcément des thèses. Il y a aussi travailler proprement. Et ça, c'est vraiment la technologie. Bon. 68% les associations, 54% les écologistes. Évidemment, le gouvernement, les médias et les entreprises du secteur sont tout à fait en bas et ne sont pas crédibles. Une bonne partie de la compétence technologique vient bien des entreprises du secteur. Il faut redigérer tout pour ne pas être lobbyé. Ce n'est pas si simple. En fait, qu'est-ce que savent vraiment les gens de l'expérience? Il y a une expérience, c'est la Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, on n'exploite pas les gaz de schiste parce que c'est interdit. On exploite le pétrole conventionnel depuis 1988, à 3000 mètres de profondeur. Et vous connaissez, quand vous passez, vous voyez les têtes de cheval qui pompent toute la journée. Ces dernières années, 5 nouveaux puits ont été créés. Vous voyez, c'est tout près de Paris, dans ces nappes. On est environ à 3000 mètres de profondeur. On fait un forage qui vise les petites zones jaunes, entourées en rouge, qui sont des grès fragiles qu'on vient fracturer pour en sortir le pétrole. La zone grise qui est au-dessus, c'est 80 mètres de pellite qui vraisemblablement contient du pétrole de schiste. Bon. En faisant ces forages, on a traversé la couche. C'était interdit de carotter. C'était bien sûr interdit de faire de la fracturation hydraulique. On a simplement regardé les cuttings, ces petits bouts qui sortent. Visiblement, ils contiennent du pétrole. Voilà, alors j'y suis allé, j'ai visité, bien sûr. Voilà la tête que ça. Tous ces forages se font sous un contrôle extrêmement strict des mines. Aucune pollution des deux nappes n'a jamais été signalée. Il y a une nappe superficielle et la nappe de l'Albien qui alimente Paris qui est fondamentale. La stimulation de la roche, qui est un mot doux pour dire fracturation hydraulique, se pratiquait couramment jusqu'à la loi de 2011, mais ne se pratique plus maintenant pour être en conformité avec la loi, puisqu'elle est interdite. Alors, les écologistes français considèrent, c'est encore un autre point de vue, que le gaz de schiste entre en concurrence avec les énergies éoliennes et photovoltaïques et donc contribue à ralentir la transition vers une énergie décarbonée. Ça, c'est un point de vue qui est très nettement différent du point de vue exprimé par les gens eux-mêmes. Juste ce qu'on peut dire, c'est que compte tenu de la charge pour la nation de l'importation de gaz, on peut imaginer que si on produit du gaz, ça se déduira de l'importation. Mais peu importe. Au Royaume-Uni, 5 sondages d'opinion en avril, mai, juin 2012, juste avant la France. À peu près les mêmes corrélations avec gender, avec les femmes et les hommes, et avec l'âge. Mais simplement, à la fin, 53% des sondés sont en faveur de l'exploitation et 27% sont contre. Donc, un ressenti presque le même, des gens qui ont déjà une certaine expérience, avec un pépin, un petit séisme, et la conclusion est positive. Aux États-Unis, les écologistes estiment que le gaz est le meilleur allié de l'énergie éolienne parce que l'énergie éolienne a des arrêts plus longs que les capacités de l'hydraulique et donc il faut forcément démarrer du gaz. Et je vais terminer avec l'Allemagne. L'Energiewende attribue un rôle majeur au gaz en 2050 pour assurer la continuité en électricité entre les énergies intermittentes, mais aussi pour le chauffage et une partie de la mobilité. Ce devrait être du biogaz en 2050. En attendant, ça sera du gaz fossile. Et la combustion du méthane produit beaucoup moins de CO2 et beaucoup moins d'autres cochonneries que la combustion du charbon et du lignite. Donc l'Allemagne va décider, avec l'appui de ses Verts, d'aller vers les gaz de schiste. Conclusion. Le gaz de schiste modifie réellement l'équilibre mondial de la planète énergie et perturbe des intérêts financiers considérables qui ne favorisent pas forcément la tâche des scientifiques. La perception du public vient d'une information très étroite et les pays en sont responsables. En France, c'est le risque qui est retenu comme le point le plus important. Et le public attend des explications et compte sur les scientifiques pour lui donner. Il n'est pas du tout imperméable à avoir de l'information. De toute façon, ces techniques vont progresser. De toute façon, l'exploitation des gaz et des huiles de schiste dans le monde va augmenter considérablement, quelles que soient les décisions de la France. Et le prix du gaz pourrait baisser. Aujourd'hui, il est à $12 le million de BTU. Le prix spot est à 8 ou 9. On pourrait très bien imaginer
que sur une durée relativement longue, on soit vers 8 ou 9 $ le million de BTU, avec des pays voisins comme l'Algérie ayant des fortes ressources. Alors la question des politiques, quand faut-il évaluer nos ressources et quand faut-il exploiter nos ressources? Je vous remercie.